Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Mesdames et Messieurs, c'est avec une émotion certaine que je prends la parole dans cet impressionnant hémicycle du Parlement européen pour cette rentrée académique particulière à plus d'un titre. Cette rentrée académique dans le lieu même du débat européen se veut une manifestation de soutien à un projet européen en crise, à une Europe en crise, un geste d'attachement de l'univers de la connaissance en général et de l'Université libre de Bruxelles en particulier à l'idée européenne, à cette idée de construire une communauté fraternelle à l'issue d'une des guerres les plus atroces que l'humanité ait connues, même si nous savons, et c'est bien normal, que cette idée du plus jamais ça ne peut suffire à donner du souffle au projet européen. L'université comme institution cultive le savoir, produit de la connaissance nouvelle et forme une part importante de la jeunesse. Elle a une mission universaliste, comme son nom l'indique d'ailleurs très bien, qui la rend sensible à un projet large et ambitieux comme peut l'être le projet européen. L'université cultive les liens avec ses alter-ego dans le monde et je me plais à saluer les rectrices et recteurs belges et internationaux que je remercie de l'honneur et de l'amitié qu'ils nous font par leur présence. Celle-ci montre bien que cette vision universaliste est partagée de Rome à Prague, de Chypre à Moscou. Il est bon de rappeler d'ailleurs ici combien les universités britanniques ont été des militants actifs pour le Remain, indiquant clairement que la science et l'éducation d'aujourd'hui nécessitent coopération et émulation qui ne peuvent se développer harmonieusement dans un espace politique étriqué et dans un isolationnisme d'un autre âge. L'Europe géographique, comme berceau de la connaissance contemporaine, est à la fois une réalité historique et une usurpation. Notre construction sans précédent d'un corpus extraordinaire de savoir ancre ses racines dans la Renaissance et l'émergence de ce qui caractérise toujours la connaissance aujourd'hui, et particulièrement la connaissance universitaire, à savoir une combinaison d'observation, d'analyse rationnelle et de démonstration expérimentale, avec cet esprit critique indispensable à ne pas persévérer dans une approche erronée. C'est incontestablement l'Europe et la culture européenne qui seront le berceau de cette science qui a investi le globe tout entier, depuis les profondeurs abyssales des océans jusqu'à l'infini de l'espace. Mais il y a dans cette suprématie une forme d'usurpation, puisque ce sont les Européens qui ont, à travers une épopée coloniale sanglante, imposé leur forme de savoir au monde, en détruisant au passage les cultures des autres continents, sinon les peuples eux-mêmes, emportant avec eux autant de savoirs discrédités, sinon perdus. Du coup, même lorsque la connaissance est issue d'autres continents, c'est souvent une extension de notre propre culture, produite par des descendants des Européens émigrés. C'est caricaturellement le cas pour les États-Unis d'Amérique, un immense contributeur au corpus de la connaissance du monde moderne, quasi exclusivement produit par les migrants d'Europe, et donc ancré dans la culture et les modes de pensée des Européens. Il est bon de s'en souvenir en cette période de réexamen de la douloureuse période coloniale qui prend ses racines dans la prise de conscience de la force culturelle des pays colonisés avec le célèbre discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire au Congrès des écrivains et artistes noirs à Paris en 1950 que je vous invite à vous remémorer. La situation coloniale, ça je n'ai jamais oublié, et que dans cette situation coloniale, il ne pouvait pas y avoir de culture. La notion même de colonisation est l'inverse de l'idée même de la culture. Et il a fini son magnifique exposé par « Laissons nos peuples entrer sur la grande scène de l'histoire », n'est-ce pas? Il y a une ovation. Laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire. C'est au sein de nos universités que nos chercheurs doivent s'efforcer d'étudier, d'analyser les cultures du monde et la question de l'héritage colonial, sans culpabilité collective suspecte,
mais sans parti pris chauvin, car dans le débat sur le déboulonnage des statuts, c'est parfois plutôt effacer le passé que reconnaître et affronter l'histoire dans sa complexité, dans cette violence dont définitivement les hommes ont le triste secret. Mais aujourd'hui, au-delà de l'Europe géographique, c'est l'Europe politique qui porte les plus grands espoirs d'un développement de la science à la hauteur des enjeux globalisés de la planète que les nationalismes étriqués refusent de voir, comme ils refusent de reconnaître que la globalisation économique qu'ils soutiennent ne peut qu'aller de pair avec une globalisation de la circulation des hommes et des idées. Et cette Europe est aujourd'hui face à une crise existentielle dans le plus pur sens du mot, rattrapée par les successions des crises économiques, celle des subprimes à celle des dettes souveraines. Mais il me semble que ce n'est pas la seule cause de la situation actuelle, qui est aussi, et il faudra bien que les partisans de l'Europe le reconnaissent et forcent un réajustement, le résultat de la négligence, sinon du mépris, porté à l'Europe sociale depuis la chute du mur, comme si la disparition de l'Union soviétique avait éteint les causes et les aspirations qui avaient conduit à sa fondation. Les universités, qui portent dans leur appellation même le terme d'universalité, sont souvent de ce fait des soutiens implicites de l'idée européenne, de l'idéal d'une union pacifique rendant la répétition des guerres impossible, comme le déclarait Robert Schuman le 9 mai 1950 lors de la fondation de la CECA. Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Si cet objectif reste éminemment pertinent aujourd'hui, il est insuffisant à convaincre. Et nous devons voir dans l'Union européenne un niveau d'organisation qui nous donne les moyens de contrôler notre propre destin et défendre des valeurs qui nous sont chères. Face aux enjeux planétaires de ce XXIe siècle surpeuplé, rongé par les inégalités sociales grandissantes et la crise écologique, face aux géants économiques que sont la Russie, la Chine ou les États-Unis, mais aussi les GAFA, qui peut douter que la réponse ne peut être au minimum qu'européenne, afin de préserver des valeurs qui nous sont chères, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, la sécurité des personnes et des biens, l'état de droit, l'habeas corpus et la préservation de la protection de la vie privée, ou encore cette protection sociale et tout particulièrement les modèles européens d'assurance santé, exceptionnels et magnifiques en comparaison avec l'ensemble de ce que l'on peut rencontrer sur cette planète. Je citerai également la diversité des langues et des cultures qui sont la richesse de la Belgique comme de l'Europe. Pour pouvoir convaincre, il est essentiel que les universités portent une attention soutenue à leur crédibilité auprès du grand public. Nous devons avoir une attention particulière au dialogue entre les universités et les chercheurs d'une part et les citoyens de l'autre. C'est en effet un enjeu essentiel pour nous, universitaires, que de promouvoir non seulement l'internationalisation de nos institutions, mais aussi leur insertion dans leur écosystème local, de développer une approche que l'on peut résumer par le terme de civic university. N'oublions pas trop vite, nous, universités, la leçon du Brexit. Un recteur d'une prestigieuse institution britannique me disait récemment combien le peu d'attention des universités anglaises pour les villes et les populations qui les hébergent avait handicapé leur campagne pour le Remain et consacré leur incapacité à convaincre. En ce sens, l'enjeu pour les universités est le même que pour les institutions européennes. Donner sa dimension sociale à notre action pour être reconnu par nos concitoyens comme un des leurs. Pour ce qui est de la connaissance, l'Union européenne est devenue pour nous un acteur essentiel au financement de la recherche et comme un bailleur de fonds est toujours un acteur d'orientation de celle-ci, une structure aux responsabilités majeures. En effet, la place de l'Union dans le soutien et l'orientation de la recherche
implique automatiquement qu'elle forge, à travers la sélection des thématiques et des projets qu'elle soutient, le corpus du savoir de demain. L'European Research Council est devenu en 10 ans un acteur majeur de soutien et de structuration du savoir en Europe. On peut rappeler que c'est une initiative du commissaire européen Philippe Busquin, belge, et qui plus est alumni de notre université, qu'on doit le concept de l'espace européen de la recherche. Et avec le directeur général de la recherche de l'époque, Achilleas Mitsos, le soutien à la fondation de l'ERC et à son indépendance scientifique. Il a aussi porté une attention soutenue à la question du genre et à la place des femmes dans la recherche scientifique européenne. Il faut en Europe qu'on développe beaucoup plus la recherche et l'innovation. Si l'Europe veut garder ses valeurs et sa place dans le monde, il faut davantage de femmes dans la recherche. Si nous voulons atteindre les 3% du produit intérieur brut pour la recherche et l'innovation, nous avons besoin en Europe de 700 à 800 000 chercheurs et chercheuses en plus. Nous ne trouverons ce nombre que si la part des femmes dans la recherche augmente. Philippe Busquin est ici dans la salle. Je vous propose de l'applaudir chaleureusement. Nous savons que les enjeux de la connaissance sont en 2018 des enjeux colossaux, soulèvent des besoins immenses d'expertise, de rationalité et d'innovation, indiquant aux universités quelle place elles doivent tenir dans le développement et l'évaluation de ces enjeux de notre temps. Pour tenir cette place, les étudiantes et les étudiants sont essentiels et le commissaire Moedas vient de le rappeler brillamment. Parce qu'il et elle sont notre raison d'être, parce qu'ils et elles sont un moteur perpétuel de questionnement et de renouvellement, parce qu'ils et elles sont le vivier d'où sont issus les chercheurs d'aujourd'hui et de demain, parce qu'ils et elles donnent magnifiquement corps au concept d'université engagée que l'ULB souhaite être. Leur engagement et leur révolte sont très différents de ce que nous avons connu il y a 50 ans. Sinon, comment expliquer que 50 ans après mai 68, le tas de pavés négligemment posé par les ouvriers régionaux en face de l'auditoire Janson n'ait été utilisé que pour paver nos nouveaux trottoirs. Mais il ne faudrait pas croire pour autant que la jeunesse d'aujourd'hui est moins critique ou moins engagée. Nous l'ont d'ailleurs nous en avons donné une petite image. Au contraire, je suis surpris chaque jour par la vivacité et la diversité de l'engagement de nos jeunes étudiantes et étudiants, et je voudrais profiter de ce moment, comme chaque année à l'occasion de la séance de rentrée académique, pour mettre à l'honneur quelques-uns d'entre eux en leur remettant la médaille de l'université. Les 3 lauréats de cette année thématique sont des associations étudiantes qui incarnent les valeurs que nous voulons mettre en avant dans le cadre de l'Europe de la connaissance. J'appelle tout d'abord les représentants de l'association étudiante Express Erasmus ULB, Nabil Bensakal, Soufiane Gadari et Salim Guelleh. Votre association a pour but d'accueillir les étudiantes et étudiants qui ont choisi de faire leur semestre Erasmus à l'ULB. Vous organisez de nombreuses activités socioculturelles, initiez les rencontres entre étudiants belges et internationaux. Vous avez saisi toute l'importance de la présence et de l'accueil à réserver à nos collègues étudiants et le bénéfice que chaque étudiant de l'ULB ou du dehors peut engranger en rencontrant des homologues venus d'ailleurs et en apprenant leur culture. En tant que symbole vivant de l'auberge espagnole, si sympathique et tant appréciée de nos écrans, nous tenions à vous féliciter aujourd'hui au nom de l'ULB pour cette action au service de l'enrichissement international de tous nos étudiants. Félicitations. J'appelle ensuite... Excusez-moi. C'est un moment un peu exceptionnel. On va faire un petit selfie avec vous. Ah, et voilà. Quelques secondes. Un petit selfie. Tous ensemble, venez.
Je ne me ferai jamais au monde d'aujourd'hui. J'appelle ensuite Aurélie Bruguet et Quentin Moreau-Hamel pour ULB Moon. Depuis 2010, est-ce qu'ils sont? Ah, il n'y en a qu'un, mais ça ne fait rien. Bienvenue. Depuis 2010, cette association fédère la motivation des étudiantes et des étudiants qui participent aux sessions de simulation d'Assemblée des Nations Unies à New York. Depuis lors, elle rassemble chaque année une vingtaine d'étudiants motivés venant de toutes les facultés et désirés d'enrichir leur parcours d'apprentissage d'une occasion unique de découverte et de partage de connaissances au niveau international. Vous êtes l'heureuse incarnation de cette devise de l'écrivaine Pearl Buck. Les jeunes ne savent pas être prudents. C'est pourquoi ils tentent l'impossible et l'atteignent génération après génération. Félicitations. J'appelle enfin les responsables entrants et sortants de Eyes on Europe, Hélène de Cotigny et Zita Massing. En 2004, des étudiants principalement issus de l'Institut d'études européennes se lançaient un défi, créer un magazine récurrent qui parlerait de l'Europe et qui ne serait géré que par des étudiants. 14 ans plus tard, non seulement ce magazine étudiant existe toujours, mais il jouit d'une belle notoriété auprès des acteurs européens, élus chaque trimestre, notamment dans les couloirs de ce bâtiment. Non content de ce succès, vous faites également vivre la réflexion sur la thématique européenne à travers débats, conférences et activités culturelles. La qualité de votre travail et votre implication dans ce sujet d'études sont des preuves que la jeunesse européenne a de quoi promettre un bel avenir à ce continent et au partage de ses connaissances. Merci et bravo. Après les étudiants, passons aux chercheurs. Notre université s'inscrit pleinement dans l'effort européen pour la recherche et l'année qui s'achève a vu une fois encore nos chercheurs glaner des financements européens grâce à leur qualité, leurs efforts et au soutien sans faille de notre administration. Lors du dernier appel, comme chaque année pratiquement, nos chercheurs ont collecté de nouveaux ERC, mais l'ULB a aussi développé un très convoité Kofund Marie Skłodowska-Curie qui nous permettra d'accueillir pendant les 5 ans qui viennent 63 chercheurs internationaux dans nos laboratoires et centres de recherche. Les liens de l'ULB avec les institutions européennes sont forts et notre attention pour l'Europe ne faiblit pas depuis la fondation du premier institut d'études européennes il y a 55 ans à l'ULB. Nous vivons donc avec une attention toute particulière le projet de budget ambitieux de la Commission pour le programme de recherche Horizon Europe 2021-2027. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant l'importance des efforts belges pour la recherche. Indépendamment du tout récent plan national pour les investissements stratégiques ou du refinancement de l'enseignement supérieur opéré par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au cours de la législature qui se termine, nos universités restent handicapées par un sous-financement majeur que les pertes de financement à d'autres niveaux nous ont donné parfois le sentiment qu'on nous prenait d'une main ce qu'on nous donnait de l'autre. Or, l'attractivité de nos universités est un facteur essentiel de qualité de la recherche dans un paysage universitaire de plus en plus compétitif et globalisé. Dans ce contexte, je me dois de mentionner l'inquiétude qui a fait surface parmi nos chercheurs face aux menaces qui pèsent sur les pensions du corps académique, non parce qu'il devrait être une catégorie privilégiée, mais parce qu'à la fois il est victime d'une discrimination évidente, puisque les exigences pour entrer dans le corps académique sont telles qu'il est simplement mathématiquement impossible d'y avoir une carrière complète dans les nouvelles règles proposées par le gouvernement fédéral, mais aussi, et ici le lien à l'année de l'Europe de la connaissance est évident,
C'est pour les universités d'une communauté française pas obligatoirement très attractive au niveau des salaires, un nouvel argument permettant d'attirer des talents sur la scène internationale qui pourrait disparaître. Nous avons une volonté forte de nous placer sur l'échiquier européen et international encore mieux demain qu'aujourd'hui. Mais il faut pour ça que les pouvoirs publics nous aident et prennent la mesure du retard accumulé par nos universités en termes de soutien public en regard des investissements massifs qui se passent tout autour de nous. Mesdames et messieurs les responsables politiques, les 6 recteurs des universités belges francophones ont procédé ensemble à une lecture critique du rapport du collège d'experts établi il y a près d'1 an à la demande du conseil d'administration de l'ARES. Ils en ont apprécié l'analyse qui insiste sur le définancement général de l'enseignement supérieur, et ce définancement a été particulièrement important pour les universités. Sur les 15 dernières années, la baisse du financement par étudiant a été de près de 20%. Cette diminution rend l'exercice des missions de base de l'université de plus en plus difficile à un moment où la concurrence internationale est de plus en plus forte. Nos 6 universités sont une source majeure de développement pour leur environnement. À l'occasion de cette rentrée académique et à la veille d'une nouvelle législature, les recteurs des 6 universités belges francophones ont convenu de partager ensemble avec vous une demande de refinancement prioritaire pour leur permettre de remplir leur mission dans le futur. Mais l'ULB ne se réfugie pas derrière ces difficultés de financement et se veut d'une façon volontariste être une université tournée vers l'innovation en enseignement et en recherche et attentive tant à son écosystème local qu'à son internationalisation. On peut aussi compter sur un groupe de donateurs fidèles que je souhaite chaleureusement remercier aujourd'hui pour leur soutien chaque fois renouvelé. Pour l'ULB, l'année qui s'ouvre sera marquée par de nouvelles avancées essentielles. À Charleroi, avec le développement du campus universitaire de Charleroi-Ville-Haute, l'acquisition du magnifique bâtiment historique Zénobe-Gramme et l'ouverture de nouveaux enseignements de BA1 qui commencent cette année en partenariat avec l'UMONS. J'en profite pour remercier le recteur sortant de l'Université de Mons, Calogero Conti, pour notre partenariat respectueux et fertile tout au long de ces 9 longues années de fonction et saluer l'entrée en fonction de son successeur, Philippe Dubois, en émettant le vœu d'encore approfondir nos projets de développement commun. Nous aurons également des avancées à Bruxelles, notre ville-région à nous, l'ULB, où les projets avec onze zusteruniversiteit de VUB, bedankt mevrouw de recteur Beste Caroline, se multiplient chaque jour un peu plus. L'accord historique avec la ville de Bruxelles, officialisé ce lundi par un vote unanime du conseil d'administration de l'université et par le conseil communal de la ville, unit nos forces pour créer un cancéropôle majeur et transformer nos 5 hôpitaux en un vaste hôpital universitaire de 2800 lits. Cet accord marque à la fois notre intérêt pour notre région et ses habitants et en même temps notre volonté d'internationalisation avec l'ambition de créer un hôpital universitaire de taille européenne en étroite collaboration avec nos laboratoires de recherche. Enfin, cette année sera marquée par des avancées en interne puisque c'est l'été prochain que devra atterrir notre plan stratégique 2030 dont le président vous a entretenu. Il avance remarquablement grâce à de très nombreuses contributions de la communauté universitaire et je souhaite vous remercier toutes et tous ici pour cela. L'année sera donc riche et ce n'est pas un hasard si elle a officiellement démarré ce matin par un séminaire des recteurs du réseau UNICA des universités des capitales européennes, un réseau fondé par l'ULB et la VIB il y a 28 ans. Ce séminaire qui portait sur l'open science est un enjeu pour l'Europe et cette question cruciale, je le sais, est au centre des préoccupations du commissaire Moedas. Le monde bouge à vitesse accélérée, l'ULB aussi. Nous lançons un projet hospitalier de grande ampleur et un projet d'université européenne audacieux va voir le jour dans les semaines qui viennent. Le plan stratégique qui va être finalisé cette année nous bousculera dans nos habitudes, permettra de donner un coup d'accélérateur à la modernisation de notre enseignement et accélérera encore un peu plus
la transformation digitale de l'université, une innovation déjà bien en marche. Mais être en phase avec son temps ne veut pas dire renoncer à ses valeurs. L'ULB, plus que jamais, se veut une université engagée au cœur de Bruxelles, de la Belgique et de l'Europe. Je vous remercie pour votre attention.